pas encore fini? Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace, là? Hé, Cendrillon! Tu vas où, comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao, les nazes. Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. Eh bien bonjour pour ce journal du mardi 21 juillet. Cette semaine, encore une semaine très chargée, nous allons vous amener à la fête de la mer de Carnon. Et oui, vous allez voir, il s'y passe des choses surprenantes. Nous irons aussi dans notre suivi les coulisses des artistes, voir ce qui se passe avant que Daniel Villanova monte sur scène. Nous irons bien sûr aussi direction le Lions Club pour le grand festival sur lequel nous étions présents, qui a été un grand succès. On aura une rubrique spéciale, puisque vous savez, ils ont beaucoup de travail en ce moment, sauvetage en mer avec nos amis sauveteurs. Nous aurons bien sûr un message spécial de la SPA, la chronique bien sûr, Happy TV fait son cinéma, et puis nous aurons un petit clin d'œil pour un hommage. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec le générique, et on se retrouve bien sûr tout au long du journal. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine cheers here, you can take a break. I'm a hotel balloon that go to space. With the end like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room. Les couillisses du spectacle, alors c'est que c'est la 6e représentation. Give me all you got and not all me back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, cause I'm happy, clap along if you feel like a room without the roof. Clap along if you feel happiness is to you. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Bring me down, can nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can nothing. Merci Happy Télé, be happy. Merci Nado. Allez, direction maintenant la fête de la mer qui a lieu à Montlieu, Carnot. Alors monsieur le maire, bonjour. Vous venez de bénir les bateaux à l'occasion de la fête de la mer. Alors c'est une nouvelle formule cette année, la fête de la mer. Alors effectivement, si vous voulez, la fête de la mer a un côté institutionnel auquel nous souscrivons bien volontiers. Elle se passe dans les ports voisins, d'habitude, d'ordinaire. Et nous avons voulu, pour en avoir discuté avec les Carnonnais, avec les associations, recentrer un petit peu cette fête de la mer avec le tissu associatif, avec les plaisanciers, avec les Carnonnais, avec bien sûr les touristes. Mais cette fête est plus un signe de proximité et avec une reconfiguration géographique revisitée, allais je dire. Une journée différente, celle du samedi. Apparemment, il y a un petit peu moins de monde. Peut-être faudra-t-il, nous tirerons les enseignements de ce changement. Et quelque part, les événements météorologiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, nous ayant forcés à ne pas sortir en mer
beaucoup de personnes nous avaient dit c'est mieux parce que nous sommes très frustrés quand nous ne pouvons pas aller en mer, quand nous ne pouvons pas monter en bateau. C'est vrai qu'il n'y a que les happy few, comme on dit. Il y avait peut-être 100 ou 200 personnes qui pouvaient, disons, participer à ce moment de bénédiction. Donc aujourd'hui, on a voulu, disons, associer véritablement tout le monde. Voilà, c'est chose faite. Et puis, du partage et de la convivialité sur Carnon. Absolument. Donc par le passé, il y avait simplement un apéritif à la capitainerie. Maintenant, il y a un moment de restauration où les joyeux carnonnais tiennent le stand avec les services municipaux, une brazucade. Donc on reçoit également les plaisanciers à la capitainerie. Donc on essaie, disons, de recentrer vraiment sur le tissu associatif et maritime carnonnais le sens de cet événement. Alors Carnon, c'est important pour vous qui êtes maire Moguio-Carnon. Carnon, c'est le port de Moguio. Alors Carnon, c'est Carnon, j'allais dire. Voilà, Moguio, c'est les terres. Carnon, c'est le littoral, c'est cet esprit maritime, cette beauté, cette fragilité du cordon dunaire, mais aussi cette fenêtre. Elle, c'est une fenêtre sur la mer. Moguio est une fenêtre sur les terres. Et je crois que rares sont les communes qui peuvent se réjouir et se prévaloir d'une telle complémentarité, d'une telle dualité, qui à la fois inclut les thématiques touristiques, les thématiques côtières, les thématiques liées au nautisme à Carnon, et les thématiques maraîchères, agricoles, plus traditionnelles autour du bio, autour du taureau, à Moguio. Voilà, c'est une richesse, c'est aussi une difficulté. Oui. Il nous faut, comme on dit en navigation, de temps en temps tirer des bords, puisque l'identité, elle est administrativement et humainement, elle est unique. Néanmoins, on assiste à des variantes qui sont celles du volet maritime ou du volet terrien, tout simplement. Donc riche. Et je rappellerai même que de Moguio à Carnon, nous avons deux lieux-dits qui s'appellent Vauguières et les Garrigues, qui sont des lieux de transition, des lieux à côté de la plateforme aéroportuaire, qui eux aussi donc, revendiquent l'identité qui n'est pas celle du tissu urbain, comme Moguio commence à l'être en étant dans le périurbain, qui ne revendiquent pas une image littorale comme Carnon, puisqu'ils ne sont pas au bord de la mer, et qui revendiquent encore les valeurs agricoles, qui sont un petit peu parfois menacées, parfois, disons, qui méritent d'être défendues par rapport à l'essor économique de l'aéroport, où j'espère nous arriverons à trouver des équilibres. Je crois que le terme équilibre est le bon terme. Voilà. Donc, commune riche, commune diverse, commune complexe aussi. Voilà. Très bien, merci. Monsieur. Je vous en prie. Cynthia, bonjour. Alors tu travailles dans une association qui a été créée par le Siquarium du Gros du Roi. Alors explique-nous un petit peu ton rôle. Alors moi je suis stagiaire au sein du Siquarium, donc dans le cadre d'études en aquaculture. Donc j'ai intégré le Siquarium et je fais des actions pour l'association. Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun. L'association, elle est basée principalement au Siquarium et ses actions sont ciblées au Gros du Roi, aux côtes du Gros du Roi. Donc c'est principalement en partenariat avec les pêcheurs des alentours. Donc les différentes actions, c'est vraiment des échanges avec les pêcheurs pour étudier la dynamique et les actions sur les requins de Méditerranée. Il y en a beaucoup les requins? Il y en a beaucoup. Donc l'association, elle regroupe deux espèces particulières. Elle a des actions sur les hippocampes de Port-Camargue, donc à côté, et sur les requins de Méditerranée. Donc moi, dans le cadre de mon stage, je suis vraiment axée sur les requins de Méditerranée. Donc, ces espèces sont des espèces qui sont sensibles et qu'on essaye maintenant de mettre en avant et de protéger. Alors on va rassurer quand même, c'est des requins qui ne sont pas dangereux. Ce ne sont pas des requins qui sont dangereux pour l'homme. Sur les 500 espèces de requins dans le monde, il n'y en a que 3 qui sont dangereuses pour l'homme. Et ici, c'est quoi comme... Ici, on n'a que le grand blanc qui est là de temps en temps, mais c'est très rare de le voir à cette période. Mais les requins ne viennent pas ici dans le but d'agresser les hommes. Et il y a des dauphins aussi? Il y a des dauphins, j'ai pas eu l'opportunité encore d'en observer, mais il y a des sorties en mer qui sont prévues et j'espère en voir.
Alors le Seaquarium travaille beaucoup avec les requins, hein. On passe sous les requins. Et donc ça c'est des requins du coin ou c'est des requins d'un peu partout? Il y a des requins, des espèces des requins de Méditerranée. On essaye de mettre en avant vraiment les espèces qui sont à proximité sur nos côtes. Donc le local et les côtes méditerranéennes. Oui, principalement. Les actions du Seaquarium sont basées sur la Méditerranée ou plus large? Principalement. Il y a des tortues aussi, hein, oui, il y a des tortues. Les tortues, il y en a en Méditerranée? Oui, il y en a en Méditerranée. Au sein du Seaquarium, il y a une autre association qui s'appelle le CESMED. Donc c'est un centre de soins pour les tortues, donc qui sont récupérées par les pêcheurs et qui sont en mauvaise santé. Donc elles sont ramenées à ce centre et elles sont soignées. Et c'est des espèces de Méditerranée. Ah oui, puis à la Grande Motte aussi. Hein. Oui, c'est aux alentours des côtes du Gros-du-Roi et aux alentours. Avec le Seaquarium, oui, d'accord. C'est ça. Très bien. Et ton stage se termine bientôt? Fin août. Fin août. Donc je suis là depuis début avril. C'est intéressant. Oui, depuis le début, tout ce que j'ai fait, c'était engager une relation de confiance avec les pêcheurs, parce qu'il faut savoir que les pêcheurs, c'est vraiment les acteurs clés. Sans eux, le recensement ne serait pas possible. On ne pourrait pas observer des requins, on ne pourrait pas continuer nos actions. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment engager une relation de confiance avec les pêcheurs et travailler en partenariat avec eux. Le Gros-du-Roi, c'est le plus grand port de pêche d'Europe, donc tu es bien tombé. Oui, il y a la criée qui est assez grande et qui permet vraiment d'avoir beaucoup de contacts et de faire connaître l'association. Eh bien très bien Cynthia, on viendra te voir un peu sur le terrain pour voir un petit peu plus à fond ton stage et puis on te souhaite beaucoup de réussite. Si vous voulez venir voir les requins, pas de souci. On va venir voir les requins, les tortues, le tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Le fait de la mer colorée, le fait de la mer joyeuse, souriante, avec des évocations au niveau de l'histoire, au niveau également de la géographie, puisque les Tahitiens sont particulièrement bien représentés. Donc cette cérémonie, aujourd'hui, cette fête, puisque c'est à la fois une fête et une cérémonie, est dédiée aux associations. Elle est portée par les associations cardonaises, par les plaisanciers, que je salue son président, par les acteurs locaux, donc qui, depuis 2 ans, sont les acteurs de ce moment de convivialité. Je laisse la parole à un moment plus solennel, l'intervention du père du CE, notre curé de Carnat. Notre père. Merci Monsieur le maire. Merci à chacun et chacune d'entre vous de votre présence ici, dans cet avant-port de Carnat. Ce qui nous rassemble autour de ces bateaux, ce n'est pas, j'allais dire, une bénédiction normale, c'est une bénédiction pour rendre grâce de tout ce qui se vit tout au long de l'année, ici, à Carnot, et plus particulièrement avec ces bateaux de plaisanciers. Dans
la hutte de biodiversité. Là, je représente à la fête de la mer. Alors explique-nous un petit peu le procédé. Alors, donc, je représente la société Écocéan qui est basée à Montpellier. Et en fait, nous proposons au port de s'équiper de huttes de biodiversité, donc la bio-hutte, que nous installons dans les ports, comme aujourd'hui à Carnon, que nous avons installé il y a 3 semaines. D'accord. Et alors, ça consiste en quoi? Alors, l'objectif de la hutte de biodiversité, en fait, c'est de fournir de l'habitat pour les larves de poissons qui rentrent dans les ports. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir un port comme un parking à bateau, comme une zone récréative, mais il se passe aussi des choses remarquables d'un point de vue biologique, à savoir ce sont des nurseries pour larves de poissons. En fait, les larves de poissons rentrent dans les ports, sauf qu'aujourd'hui, un port, ça n'a pas été créé pour des aspects biologiques. Les poissons rentrent dans le port et ne vont pas trouver d'habitat, parce qu'ils vont trouver des quais tout droits et des pontons. Nous, ce qu'on va faire, c'est installer donc, des cages, des grilles modulées, que vous pouvez voir ici, constituées de doubles cages avec des coquilles d'huîtres qui vont fournir habitat et nourriture aux larves de poissons. Le principe est simple. En fait, la larve de poisson que vous pouvez voir ici, qui fait de quelques millimètres à quelques centimètres, va pouvoir se rapprocher de la grille, rentrer dedans, ressortir. Et donc elle est protégée. Voilà. Elle peut échapper aux prédateurs, les muges, les loups que vous trouvez dans les ports. Voilà, donc l'objectif, c'est de permettre à la larve de poisson de mieux survivre, de grandir un peu, et après de ressortir du port pour aller dans son habitat naturel. Et donc, on commence déjà à avoir des résultats? Non, c'est trop récent. Alors, on a des résultats car nous avons fait des projets scientifiques avec l'Agence de l'eau, avec le CNRS, où on a mesuré le gain écologique. En fait, on a mesuré dans plusieurs ports sur 2 années, dans le projet NAPEX, des zones équipées versus des zones non équipées. Et donc, on constate que les larves, il y a plus d'abondance et plus de diversité sur ces modules. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que le port, une fois qu'il a travaillé sur les problèmes de pollution, un port propre, typiquement comme Carnon, va pouvoir travailler sur la biodiversité. Et donc pouvoir contribuer à favoriser la survie des poissons, mais également tout un certain nombre d'autres d'espèces qui vont pouvoir contribuer à la biodiversité. On voit des hippocampes là. Tout à fait. Vous avez des hippocampes aussi. Alors on a des hippocampes, on a également fait remarquable des mérous. On a pu observer des bébés mérous de quelques centimètres, chose qui a été très rarement observée auparavant. Donc voilà, l'idée c'est pas vraiment de transformer le port en aquarium. L'idée c'est que le port puisse contribuer à l'écosystème en permettant aux poissons qui rentrent dans le port de survivre, aux larves de poissons, et ressortir. Donc, et comment vous choisissez? Parce que tu dis les ports doivent être propres. Donc comment vous choisissez? Est-ce qu'ils sont tous propres actuellement? Alors, les ports ne sont pas tous propres, mais depuis 20 ans, c'est vrai qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits par les ports sur notamment l'arc méditerranéen. Et donc aujourd'hui, on travaille uniquement avec des ports propres ou assimilés ports propres, à savoir c'est des ports qui par exemple ont une aire de carénage aux normes, qui vont gérer la gestion des déchets, l'aspiration des eaux grises et des eaux noires. Bref, qui ont pris un certain nombre de décisions qui permettent de retrouver une bonne qualité d'eau. Alors elle n'est pas parfaite parce qu'il n'y a pas de port parfait, mais l'idée c'est d'avoir une qualité d'eau qui soit suffisamment de qualité pour pouvoir permettre de travailler sur la biodiversité. Parce que c'est pas cohérent de mettre des nurseries dans un port avec une qualité d'eau de mauvaise qualité, on va dire. Bah écoute, on va vous suivre, là, on va regarder un petit peu les résultats là, des postes des huttes, on va vous suivre pendant un petit moment. Alors, et vas-y, si tu as quelque chose à te dire. Pour information, donc là on a installé Carnon il y a 3 semaines, mais également Bouzigues, Vendre, Agde. Ah, oui. Voilà, on en est à plus de 7 ports. Voilà, et l'objectif c'est d'accompagner. Dans le Languedoc-Roussillon. Alors Languedoc-Roussillon, mais également PACA, Monaco, bientôt Antibes. L'objectif c'est vraiment d'aider les ports à améliorer leur impact sur les écosystèmes. Donc voilà, donc on travaille avec les ports qui sont vraiment en pointe environnementale pour les aider à développer des solutions que l'on met sous les pontons, le long des quais, mais également sur les digues, pour faire de ces infrastructures humaines justement des plus pour la biodiversité. Et alors peut-être tu l'as pas en tête, mais combien il y en a des cages à Carnon? Il y en a 46 à Carnon. 46. 46, voilà. D'accord, très bien. Donc c'est un beau projet qui a été porté... C'est ce que vous mettez à peu près partout? Alors ça dépend, là c'est un port moyen, c'est 46, à Agde c'est 90 par exemple, et à Bouzigues c'est une trentaine. En fait ça dépend un peu de la taille du port et des zones que l'on pense bonnes pour accueillir ces nurseries.
Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui veulent voir à quoi ça ressemble. Donc sur les pontons là, à l'entrée du port, juste au début des pontons, on peut observer les nurseries avec les poissons justement qui rentrent dedans et qui ressortent. Ah oui, ça doit être génial. D'accord, Voilà. on va aller voir ça. Merci. Merci Yann. Rendez-vous est pris et donné aux associations diverses que nous avons rencontrées pour les suivre. Et maintenant, direction place Palavas, les arènes. C'est juste avant que Daniel Villanova rentre sur scène. On regarde ça en image. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien, très bien. Oui, et vous? Bonjour. Bonjour. Pas trop de stress? Non, ça va, ça va. Ça va, tout va bien, oui, oui. On domine le sujet. Il va avoir un peu l'habitude. Oui, oui, oui. Vous avez des habitudes? On n'est pas encore à la phase de la concentration, mais tout à l'heure, j'irai dans la loge me préparer. La concentration coïncide très souvent avec la partie maquillage, et puis, quand le public est là, et que c'est on a 10 minutes là, de battement pour rentrer et se projeter déjà dans le spectacle. Malgré l'habitude, vous avez encore le trac? Non, le trac, non, ce qu'on appelle le trac qui est terrible, qui est quelque chose extrêmement forte et désagréable, ça je ne l'ai pas. Vous l'avez pas ou plus? Je ne l'ai pas, non. Heureusement, j'ai échappé à ça. Et parce que j'ai des collègues qui, par contre, l'ont, et c'est quelque chose de terrible. Jacques Brel, beaucoup des artistes comme ça. Bon. C'est quelque chose visiblement un peu insurmontable, quoi, incontrôlable, et qui fait beaucoup souffrir, mais qui passe des contrôles de l'esprit sur la scène. Mais moi, je n'ai pas ça, juste voilà, un tas de préparation. Évidemment, on regarde le cadre, on s'imprègne. Tout à fait, on ne peut pas rentrer sur scène tout à fait comme si on était chez soi, quoi, sur le salon. Hein, donc, il faut qu'on soit soi-même plus autre chose. Donc, c'est ça qu'on recherche dans cette phase de concentration. Eh bien, très bien. Voilà. On vous laisse faire. Entendu. Je vais voir toute la technique. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vais là-bas tout seul à la régie. Tu vois, en fait, j'aurais pas besoin de micro presque. Ah bon, ben d'accord, ok. Là, je vais à droite, hein. Ouais. Tourne la tête à droite. C'est bon. Il faudra À tout à l'heure. Tiens, tu es là, tu es là. Ok. Alors, comment il va? Bien, et toi? Ouais, ça va. Ouais. Allez, ok. Carmen, elle est partie, Carmen, peut-être. Tu me reconnais? Bien, Estival, Audrey.
quand tu es prêt. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Bon, alors Roger nous a laissé tomber alors. Il nous aime plus, quoi. C'est fini. Par contre, il a pris un coup de soleil. Ah, notre fois, elle avait pris un coup de vieux déjà. Ouais. Là-dessus, un coup de soleil. Là, ça fait un vieux buriné, si tu veux. C'est pas bon, hein. Ça sent le sapin, hein. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Alors, le premier personnage que j'ai rencontré, c'était Lucette dans la boulangerie du Midi. Alors ça a beaucoup changé parce que moi, habitué à Paris, à ma boulangerie du 5e arrondissement, j'entendais quotidiennement plutôt ça. Madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, monsieur, un gros pain, oh, un gros pain, voilà, merci monsieur, au revoir monsieur, madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, madame, une baguette, voilà, merci madame, au revoir madame, madame. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, counasse. Abruti complet, hein. Putain, j'arrive hein, avec mon tracteur sur le chemin du cimetière, hein, il me tifle. Hein. Et moi j'ai cru qu'il allait arbitrer un match, moi. Ok, tu veux que j'en mette un petit peu dans les retours, on voit ce que ça dit. Ok. Avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais je suis heureux de vous voir venus si nombreux pour ces 30 ans de fou rire. Ouais, je crois que ça va aller, ça. Ok. Ça va aller au niveau retour. Il y a un effet, je crois, non qu'il faut qu'on cale. Alors, oui, il y a un effet. Hein. Il ne faudra pas le rater. C'est l'effet de l'église. Hein. Ok. En cette belle et douce nuit de Noël, un petit enfant nous est né dans le ciel. C'est une grande loge quand même. Hein, c'est une grande loge pour un si petit monsieur. Mais j'ai de la compagnie quand même, je ne suis pas seul, vous avez vu. Bon. Mais je vais voir un petit peu ses collègues là, voir ce qu'ils racontent. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Vous changez à chaque fois de... C'est pas les mêmes personnes qui font la technique Si, à peu près, si. Oui, oui, c'est la même société. ACS, c'est devenu des copains, quoi.
Ouais, c'est plus pratique, surtout ça va plus vite. Oui, tout à fait. Et puis ils connaissent bien le spectacle, ma façon de jouer, donc c'est quand même plus rassurant, quoi. Cette belle et douce nuit de Noël. Carmencita, excuse-moi. Je vais demander, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne l'effet de l'église là? Tu peux me dire s'il te plaît? Rendez-vous nous a été donné au Lions Club qui a organisé le festival Hortus. Vous allez découvrir tout ça et le point le plus fort c'était ce mélange des artistes divers et variés. 15 minutes de plaisir, on regarde tout ça. Alors, Laura au nom du Lion, tout à fait, et Yves au nom du domaine. De l'Hortus, c'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi ça se passe ici et puis le concept qu'il y a derrière. Pourquoi ça se passe ici? Je pense que Yves pourrait répondre puisque c'est un peu le lieu qui a donné envie à Yves et... Alors en fait, moi je crois que c'est une histoire de rencontre. Voilà. C'est une rencontre entre amis, ou du moins entre individus qui venaient d'horizons différents et qui ont voulu partager une expérience qui est commune. Et c'est vrai que à la fois, nous, l'Hortus, on a mené un site qu'on a toujours voulu faire vivre, et les amis en question amenaient alors, par certains leur connaissance musicale, notamment la programmation musicale, d'autres amenaient justement leurs compétences à la fois d'organisation, et amenaient aussi leurs compétences qui sont aussi diverses et variées, que ce soit le côté design, que ce soit le côté on va dire diffusion de l'information. Et cette histoire, c'est donc une histoire complémentaire d'individus qui viennent d'horizons différents et qui avaient envie de partager une aventure commune. Je crois que ce soir beaucoup réalisent leurs rêves et c'est pour ça que tout le monde y croit depuis le début et que c'est beau, c'est un bel événement, il y a beaucoup de personnes qui se réalisent dans cette équipe. Oui, je crois, et puis surtout en même temps on vient de milieux où on travaille tous beaucoup, je crois qu'on a des emplois du temps qui sont assez prenants et puis c'était aussi de nous sortir de ce cadre-là et de faire des choses entre gens qui s'apprécient. Et d'apprendre, on apprend tous les jours à monter une scène, à communiquer, à parler aux artistes. Et en plus, comme tous les événements qui sont faits par les Lions, c'est dans un but caritatif. Exactement. Alors c'est pour des associations. Voilà, donc on a 2 associations qui nous suivent et qui sont vraiment partenaires, donc qui ont énormément ramené de monde. On a l'association française de l'ataxie de Friedreich, donc l'AFAF, et on a l'association française de recherche pour l'enfant et son environnement, l'AFRE. C'est 2 associations qui œuvrent en faveur de l'enfance. On a des représentants ce soir de ces associations, on a aussi des personnes malades, mais qui se battent et qui nous montrent qu'avec de l'envie, on déplace des montagnes. Et c'est vrai que nous qui sommes tous un peu soit des chefs d'entreprise, soit des personnes qui aiment nous investir, d'avoir ces personnes-là à nos côtés et de pouvoir les aider, je trouve que ça donne un sens à nos actions et puis à notre vie de façon un peu plus générale. Alors vous attendez combien de monde ce soir? Alors au départ, la première chose, c'était de financer l'opération. D'abord parce qu'on travaille, mais voilà, le but du jeu, c'était pas à la fin d'être chacun de sa poche de 2000 € pour faire une fête avec les copains. On n'en a pas les moyens. Donc dans un premier temps, c'était de financer l'opération et puis aussi dans une idée de pouvoir la renouveler. Après, évidemment, tout le surplus est reversé à ces associations-là. Aujourd'hui, on a eu... Alors au départ, c'est vrai qu'on était trop inquiets, surtout moi qui ai tendance à voir le verre à moitié vide.
Moi je le vois très plein, donc voilà, c'est bien ça. Voilà. Alors moi c'est vrai que, non mais alors justement jusqu'à 15 jours moi je le voyais plutôt vide et maintenant je le vois vraiment plein, donc je dis que ça va être vraiment très plein. Mais on a fait je crois au départ 300 préventes, sachant qu'avec les sponsors, parce qu'on a été aussi aidé par des sponsors, avec ces 300 préventes, et aussi avec, parce que dans cette histoire, tout le monde a accepté de jouer le jeu, à la fois les artistes qui ont accepté de baisser leur cachet, donc déjà c'est une forme de sponsor aussi, à la fois aussi parce qu'il y a la communauté des communes du Pixano qui nous a prêté gracieusement son matériel, il y a différentes associations locales qui aussi ont apporté leur soutien en nous permettant justement d'accéder à certaines choses gratuitement, ou en même temps avec des partenaires, que ce soit le brasseur, que ce soit les vignerons, qui acceptaient justement de nous donner soit de nous donner les vins ou de les vendre à prix coûtant. Et tout ça, ça a permis justement de baisser considérablement l'enveloppe globale. Aujourd'hui, on était à 300 préventes. Et là, c'est vrai que par les coups de fil les uns et des autres, par on va dire le bouche à l'oreille, on pense être entre 500 et 1000 personnes. 500 et 1000. Donc, voilà. Mais en même temps, je crois que comme c'est une première édition, on a, comment dire, on ouvre la porte. Donc on n'a aucun référentiel, donc au départ, le but du jeu c'est pas de faire 10 000 personnes, parce que d'abord on les gérerait pas. Aujourd'hui c'est d'apprendre cette première expérience, de s'améliorer et peut-être l'année suivante. Exactement. Sachant que le but du jeu c'est pas d'inonder le Pixano et l'Ortus de lumière et de son, c'est quand même de rester quelque chose à la fois familial, sympathique, où les gens. De qualité. Tout à fait. Donc là la fête jusqu'à 2h du matin, c'est ça? Alors c'est ça, sachant qu'on a pris une demi-heure de retard. 2h30 du matin, voire 3h du matin, et donc là on a 8 artistes qui se succèdent, et on va balayer un petit peu tous les rythmes, tous les styles de musique. On a commencé par du classique, on évoluera vers le jazz, vers la pop. Alors toi la musique tu connais? Oui. C'est ton activité Alors non, moi je gère une école de peinture. En revanche, j'ai pris des cours de piano, donc c'est vrai que je suis très sensible à la musique. Donc moi c'est un rêve, hein, c'est ce que je disais au début, à 18 ans, moi je voulais organiser un festival de musique baroque. Là ce sera classique et tout le reste et c'est fantastique. Voilà. Donc c'est bien, c'est très varié, ouvert à tout le monde. Exactement, je pense que c'est un public cadre, très familial. Dans un cadre merveilleux et avec un bon vin. Ben, j'espère bien. En même temps, ceci dit, alors si on veut parler du vin de mythe, parce que moi je suis intarissable, on n'a pas la, voilà, non, mais disons qu'on n'a pas la prétention ni la volonté de plaire à tout le monde. Nous, notre volonté, c'est de faire la vin au sens qui est authentique, qui correspond bien sûr à un environnement et à notre personnalité. Et maintenant, bien sûr, on a tout à fait le droit de l'aimer, et je le souhaite, mais on a le droit aussi de ne pas l'apprécier. Ça, c'est chacun a tout à fait ses... Moi, je l'aime. Bon, mais voilà, je suis ravi alors. Je suis ravi. Vous pouvez rester. Je suis ravi. C'est ça, voilà, bref. C'est en dehors. On passe. Donc voilà. Bon, ben merci. On va aller voir un petit peu. Merci à vous. Et on va surtout aller écouter. Bien sûr. Voilà. Il y a des grands musiciens. Bon, très bien. Très belle soirée. Bienvenue et merci à vous. Et revenez comme vous voulez. Au revoir. Allez. Alors le groupe c'est Quasi-Lambiste, c'est comme style c'est de l'électropop. Électropop. C'est l'électropop, c'est pas tout à fait de la pop parce qu'on utilise des rythmes qui sont un peu... Moi je suis pas mal influencé par le monde de l'électro en France, mais c'est pas complètement l'électro parce qu'il y a beaucoup de mélodies. Donc voilà. C'est frais, c'est agréable, c'est merci. dansant, tout le monde dansait, on sentit qu'il y avait beaucoup de convivialité dans votre musique. Merci. C'est ce que tu as l'air de... Oui, bien sûr, ouais. Alors, vous êtes on a envie trois que les gens passent un bon moment, mais oui. Non, on est trois. C'est ça, alors à la base, c'est moi je fais les morceaux, je compose les morceaux et je les enregistre. Et pour le live, on est trois. Amaury m'a rejoint et c'est lui qui crée les lignes de basse pour le live. C'est lui qui fait toute la partie basse pour le live, plus on prend le piano à certains moments, les guitares. Donc il est très polyvalent. Et moi principalement je chante et je fais du synthé. Et la jeune fille Amoué, donc de son vrai nom Lara, Amoué, son nom de scène, chante sur beaucoup de morceaux et elle danse et elle a souvent une très bonne énergie, donc on essaie de communiquer avec ça. Voilà. Alors vous en êtes où là? Vous passez sur Radio Nova, c'est ça? Oui, on a eu Radio Nova qui nous a beaucoup soutenus. On
On a Vous sorti êtes un premier EP. au niveau local ou vous commencez un petit peu à... On joue surtout à Paris en fait. Ah, Là, surtout c'est notre à Paris. seule date à Montpellier. Parce que, je sais pas trop pourquoi, parce que les labels sont à Paris, les gens avec qui on travaille. Donc vous faites déjà une tournée? C'est pas où il y aura une tournée, j'imagine, mais pour l'instant c'est pas vraiment une tournée. On a plein de dates de gens qui nous proposent et quand ça nous plaît, on y va. Et vous faites autre chose, de la Et musique, chacun, individuellement? En fait, moi je fais pas mal de choses différentes en musique. Eux, ils ont vraiment leur boulot à côté. Elle, en ce moment, elle est serveuse. Et lui, il fait une thèse en philosophie du droit. D'accord. Et moi, je fais du design sonore et j'essaie d'aller un peu dans tout ce qui est possible lié à la musique. Qui vous réunit, quoi. Oui, par contre, voilà. Ouais. Amaury, il a toujours fait de la musique. Il est d'une famille de musiciens. Et Lara, elle a toujours chanté aussi. Elle a fait beaucoup de théâtre et elle aime beaucoup le spectacle vivant, tout ça. Donc combien de tournées là cet été? Cet été, pas beaucoup. Là, on fait pas trop de concerts cet été, en partie parce que Amaury, justement, il doit rendre son mémoire à la rentrée. Et donc voilà, on a limité. Ça va être des DJ sets. C'est parce que vous limitez, mais vous aviez des demandes. Oui, mais on s'est dit que août et septembre on prenait une pause jusqu'au 19 septembre où là on a la finale des Inrock Lab. C'est un concours qui est organisé par les Inrocuptibles et qu'on avait fait d'abord à Montpellier. C'était régional et au Rockstore. Et on avait été pris pour la deuxième étape à la Gaîté Lyrique à Paris et là on est à la troisième étape au Trianon en septembre. Voilà. Donc un groupe qui est en pleine expansion. Il se passe des choses. Qui va aller très très loin. On ne sait pas si ça ira loin. Avoir le succès et le style musique, c'est sûr que vous allez aller très très loin. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Olivier, donc tu es le président du Lions Montferrier. Alors il est tout jeune, le Lions Montferrier. Oui, en fait c'est une branche de club. Explique-nous un petit peu sa création. Voilà, donc en fait c'est une branche de club jeune qui s'appelle Montferrier Saint-Clément. C'est l'intitulé de la branche et nous dépendons du Lions Club de Palavas. Voilà, donc elle est toute jeune branche avec des jeunes actifs de 30 à 40 ans. Voilà, et on a décidé de faire de belles actions ensemble. Donc il y a des c'est le premier événement aujourd'hui? C'est le premier événement, tout à fait, organisé par la jeune branche. Premier d'une longue série? D'une longue série, on l'espère. D'ailleurs c'est une belle réussite aujourd'hui. Voilà, donc il y a beaucoup de monde, ça a été une vraie réussite et on est très fiers de ça, pour ce jeune groupe qu'on vient de former. Et on espère pérenniser ça dans les années à venir. On est 9 pour l'instant. Voilà, c'est une toute jeune structure puisqu'on a eu une remise d'insigne au mois de mars. Donc c'est tout récent. Donc comment ça marche là? Vous créez quelque chose sur Montferrier et après c'est des gens de Montferrier uniquement qui peuvent adhérer? Absolument pas. On aura un siège social à Montferrier Saint-Clément. On a la particularité d'avoir 2 communes qui nous soutiennent. Oui. Et ensuite les personnes peuvent venir de tout le coin. Hein. C'est un groupe local de toute façon, mais c'est pas local spécialement à Montferrier. Après le but c'est effectivement de faire des actions qui se passeront sur la commune ou au bénéfice d'associations liées aux 2 communes qui nous soutiennent. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Oui. On continue. 27 langues officielles et tous les 12 km on change de dialecte. Donc langue des tablas, on transmet les mêmes choses, ce qu'on chante rythmiquement sur les instruments tabla. Par exemple, Bonjour à tous, je m'appelle Justine. J'adore la musique, c'est un peu pour ça que je suis là ce soir. Et sinon, sinon dans la vie, je suis étudiante en cinéma à Oxford.
Et bah, j'aime voyager, j'aime faire la fête beaucoup avec mes amis, ma famille. Et sinon, bah, ah oui, je suis handicapée aussi. Bah, on sait jamais, vous l'aurez peut-être pas vu. Et donc je suis atteinte de l'ataxie de Friedreich. C'est une maladie génétique dégénérative et rare. On n'est que 1500 en France et c'est déjà assez. On dit plus on est de fous, plus on rit, mais bon, honnêtement, après je pourrais plus dire que je suis une fille un peu hors du commun. Donc 1500, ça suffit. C'est une maladie qui se déclare en général à l'adolescence. Pour moi, c'était à 14 ans, pardon. Mais ça peut être dès l'enfance ou même à l'âge adulte. Et ça se montre par des troubles de l'équilibre et des problèmes de coordination et qui mènent plus tard à la perte de la marche. Mais bon, chacun évolue différemment, donc ça dépend de chacun. Et ce soir, on représente l'association française de l'ataxie de Friedreich, qui a été créée en 1980 et qui compte aujourd'hui plus de 900 adhérents. L'association sert aux familles et aux malades à se retrouver, à pouvoir échanger nos expériences. Et c'est aussi un énorme soutien aux familles. Et également, ça nous permet de savoir ce qui se fait au niveau de la recherche, de savoir comment vivre un peu mieux tous les jours. Et surtout, c'est une super aide financière pour la recherche médicale. Et car quand l'association a été créée, il n'y avait aucune recherche. Et aujourd'hui, on sait quel est le gène défaillant, comment il marche. Et du coup, grâce à vous, grâce à tout le monde ce soir, grâce à tout le monde ce soir, vos dons et votre présence, on pourra peut-être sûrement d'ailleurs, faire avancer la recherche. Et je vous remercie beaucoup. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup de nous avoir accueillis, donné la parole. C'est bon dans ce lieu magique. Et après ce témoignage qui me touche évidemment beaucoup. Alors moi je représente tous ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire des centaines et des centaines d'enfants, de bébés et d'enfants et d'adolescents qui sont arrivés au monde dans des conditions difficiles. Et donc je parle là au nom d'une équipe qui, dès les années 80-85, a recevant une équipe hospitalière de pédopsychiatrie, recevant des enfants qui ont présenté des troubles graves dans leur développement, dans leur personnalité, des familles complètement désemparées, et nous a renvoyé à une forme d'impuissance. On s'est dit c'est pas possible quoi. Il faut que ça change, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut faire autrement. Et donc nous sommes allés de manière un peu militante, parce qu'on n'avait aucun moyen, rencontrer tous les professionnels qui rencontrent ses parents pendant la grossesse, autour de la naissance, autour de la petite enfance, pour essayer de comprendre comment un enfant se construit et comment on peut enrichir l'environnement de cet enfant et permettre aux parents de trouver un peu plus de sécurité pour que cet enfant puisse inventer sa vie. Allez, laissons le festival de l'heure tous
pour le moment, on se retrouve toujours à Montbiot-Carnot. C'était sur la fête de la mer avec le sauvetage en mer. Et vous allez voir, ça paraît facile comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. 15h20, on est là-bas. Là-bas. Allez, ça marche. 15h20 en place. Allez, ça marche. Je nous mets là-bas, on rembarque, on va là-bas. Ça marche. Ils sont pas là par hasard. Ils suivent une formation quand même conséquente qui commence au mois d'octobre de l'année scolaire et qui se termine au mois de mai. Ils ont environ 300 heures de formation. Et à l'issue de ces 300 heures de formation, si tout se passe bien, ils sont aptes et assurer les baignades en toute sécurité dans les zones surveillées, pas dans les zones de surveillance. J'insiste là-dessus parce qu'on s'aperçoit souvent qu'on a entendu l'équipe nationale de veille sanitaire qui vient de sortir des chiffres alarmants. La plupart des moyens de se passent hors zone. Des gestes, vous voyez, la personne qui panique dans l'eau fait des grands gestes, sort les bras de l'eau, s'agite, elle consomme de l'oxygène. Aussitôt, le sauveteur qui était en surveillance l'a vu, s'est jeté à l'eau, nage vers la victime avec ce petit pain de mousse. Le petit pain de mousse jaune que vous voyez, qui donne une flottabilité aussitôt à la victime. Le sauveteur la lance vers la victime avant de s'approcher d'elle. La victime spontanément s'appuie dessus, c'est une victime consciente, hein, vous avez vu, elle s'agit, elle est consciente. Le sauveteur la ceinture avec le pain de mousse qu'on appelle un rescue tube. Et il a tout qu'à la ramener à la plage. Alors évidemment, ici on est dans le canal, donc il n'y a pas la plage, mais on va circuler la plage, ce sera le balcon là-bas, avec la rocher. Il la ramène, il la traque, la personne est sécurisée, elle est dans sa voiture, et elle est mobilisée, elle a plus qu'à être ramenée. Donc ça c'est la situation la plus classique. Ça a duré 1 minute. C'était une des situations les plus courantes. On a une victime qui n'est pas très loin du bord. Hein. En général, les gens ils se baignent entre 0 et 50 mètres. Arrêt respiratoire, voire arrêt circulatoire, arrêt cardiaque. C'est la situation la plus grave. Pareil, le sauveteur arrive, cette fois-ci, il est obligé de la ceinturer. Il lui maintient la tête hors de l'eau, les voies aériennes dégagées. Voilà, il la maintient à la surface, il la ceinture avec le rescue tube, le petit pain de mousse. Ça assure une flottabilité à la victime et au sauveteur. Et il la traque. Alors là, vous voyez tout à l'heure, il l'a traquée à distance, et là, il la garde auprès d'elle, elle est saisie, elle est immobilisée et elle est ramenée au bord. On peut imaginer que cette situation se passe dans une mer agitée avec des vagues. Bien, la victime ne sera pas lâchée, elle est maintenue très fermement par le sauveteur. Troisième récupération, un nouvel outil de sauvetage, le paddleboard, une planche de sauvetage, ça ressemble à une planche de surf. C'est une planche de surf un peu plus importante, un peu plus large, avec un peu plus de flottabilité, qui va permettre de récupérer la victime un peu plus loin et dans des conditions meilleures. Alors évidemment, il faut bien maîtriser la planche, c'est quand même une planche de surf, s'il y a de la houle, ça peut être difficile. Mais vous allez voir, en quelques instants, cette victime inconsciente va être remontée à bord. Regardez la technique, le surf a été renversé et il est retourné avec la victime sur le surf.
Donc là, elle va terminer de la mettre sur la planche en l'axant. Voilà, vous voyez la technique, la planche est retournée, on monte le bras de la victime sur la planche et on retourne la planche avec la victime et la victime se retrouve sur le rescue board. Planche de sauvetage. Voilà, il n'y a plus qu'à nager vers la plage. Il y a un petit courant qui va rendre la chose plus difficile. Un petit courant qui est quand même renforcé. Je n'ai pas reçu, il est dans le plateau. Et voilà, le sauveteur et sa victime sont ramenés à la plage à l'aide de la planche de sauvetage rescue board. Le propriétaire n'est pas venu prendre les bateaux pour encore une fois, je ne sais pas si vous avez quelqu'un à chronométrer, la récupération a duré entre 1 et 2 minutes, c'est très rapide, et c'est ça qui est important pour... La légende raconte qu'un soir quelque chose s'est produit. Une étrange alchimie. On dit que chacun de ces gestes déclenche une pluie d'étincelles, comme un feu d'artifice, et qu'il est rapide comme l'éclair. Chaque équipe a besoin d'une étincelle. L'histoire commence ici. Ah, problème pour le départ du filin. Top départ pour le nageur de filin. Vous voyez, un sauveteur déroule la bobine en plage et le nageur de filin va récupérer le premier sauveteur et la victime avec le filin qui va permettre encore une fois de sécuriser tout le monde. Bon, monsieur. Voilà, c'est le nageur de filin qui prend la victime en charge et tout le monde est récupéré, les sauveteurs qui sont restés en plage tirent le filin et ça permet de ramener donc des personnes dans des courants très forts, dans des vagues très fortes, que même un bon nageur sauveteur n'aurait pas permis de récupérer, de ramener jusqu'à la plage. Alors là évidemment c'est un bateau très léger. Avec des systèmes d'accroche à l'intérieur performants, full strap, pour que les sauveteurs puissent se tenir parfaitement. Vous voyez, c'est très manœuvrant, ça vire dans un diamètre de quelques mètres. C'est très léger, très souple et très manœuvrant. IRB, c'est à l'origine utilisé par les sauveteurs australiens pour le surf rescue. Donc vous voyez, il passe au plus près de la victime. Alors là, il faisait un premier passage. Il a fait la même chose, vous voyez mieux, la récupération. Il passe au plus près de la victime s'agite, il récupère. Elle est montée à bord. Voilà, ça a pris 10 secondes, 5 secondes. Sur laquelle on ne serait jamais passé. Récupération des victimes conscientes, le plus facile, la victime tend la main, le sauveteur la récupère, monte sur la planche de sauvetage qui est tractée par le jet, et puis comme elle est consciente, elle peut remonter sur la selle, elle s'agrippe au sauveteur, et c'est parti, on rentre à la plage. Là aussi, la récupération a été très rapide, et on peut récupérer des gens tout près des rochers, l'engin est tellement manœuvrant, il n'y a pas d'hélice extérieure, c'est un moyen, ça c'est très important parce qu'on navigue souvent dans les zones de bain. Le scooter des mers n'a pas d'hélice extérieure. L'hélice est à l'intérieur, elle n'est pas réduite. Donc on ne pas un danger pour le baigneur ni pour la victime. On peut rentrer qui commence à s'impatienter. Puis on a, comme je disais, les différentes techniques de sauvetage aussi. Nouvelle récupération, la même chose. Le sauveteur s'éjecte, l'équipier s'éjecte, sécurise la victime. Il la prend, il maintient des voies internes, il la bloque contre sa joue, le bras en l'air. La victime est inconsciente. Elle ne sourit pas, elle ne rigole pas. Voilà, là, il vous le fait au ralenti là. Voilà. On récupère, le pilote prend le bras de la victime, l'équipier la hisse sur la planche. Attention, oui, bravo. Il monte par-dessus. Alors en fait, au ralenti, c'est plus difficile parce que la petite vitesse qu'il y avait la dernière fois permettait de maintenir plus de flottabilité sur la planche et de la monter plus facilement.
Et voilà, elle a été récupérée. Et tout le monde rentre à la plage. Le pigeon, et surtout la cuisine. L'association vétérinaire pour tous a organisé le 23 juin dernier une séance de vaccination de chiens de personnes sans domicile fixe à la halte Solidarité de Saint-Vincent-de-Paul à Montpellier. Une quarantaine de chiens ont pu être vaccinés, mais aussi traités avec des vermifuges et des antiparasitaires externes. L'intérêt sanitaire pour la ville de Montpellier mérite d'être rappelé. Tout d'abord par la vaccination antirabique, la rage étant toujours d'actualité en France par importation et présente chez les chauves-souris, maladie mortelle pour l'homme. 50 000 morts par an dans le monde. Mais c'est aussi une protection non négligeable pour les propriétaires de chiens, car les chiens qui vivent dans la rue peuvent constituer un réservoir de maladies, virales ou parasitaires, pour l'ensemble de la population canine et humaine, d'où l'intérêt majeur de ces campagnes. Ces séances, autrefois organisées en collaboration avec la mairie, sont à présent intégralement prises en charge par l'association vétérinaire pour tous, qui en assume également la totalité de la charge financière pour l'achat des vaccins et les médicaments. 5 vétérinaires ont participé à cette opération en mettant bénévolement leur temps et leurs compétences au service des animaux. Cette démarche s'inscrivant également dans la démarche de protection animale qui nous préoccupe, la SPA s'y associée. Et nous avons fourni des croquettes et des boîtes d'aliments humides pour ces chiens qui parfois ne peuvent pas manger tous les jours sans un peu d'aide. Nous avons également remis des colliers et laisses afin de limiter les risques d'errance et de divagation. Nous remercions Stéphane Rivière et son équipe de la halte Solidarité, ainsi que les vétérinaires et particulièrement Claire Biou, présidente de FPT34, pour leur efficacité et leur dévouement. Une autre séance est prévue lundi 20 juillet prochain pour le rappel en présence de la SPA Montpellier Méditerranéenne Métropole. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles actus, en tout cas votre actu. Sachez qu'elle nous intéresse, association, particuliers, professionnels. Si vous voulez faire appel à nous, 06 40 21 38 24 ou par email contact@happy-du6tv.eu. Passez une très bonne semaine. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à rentrer en contact avec nous. Happy TV est là pour vous. Avec nous, mais pas sans nous. Ciao, bye, bonne semaine.